un historique que probablement je publierai dans les jours qui viennent pour remettre ce que j'ai vécu depuis, on va dire, en particulier mars 2021, où j'ai parlé des effets secondaires des vaccins du Covid. C'est presque un mot tabou, mais de moins en moins, c'est-à-dire que les gens qui sont vaccinés, ils viennent chercher des solutions. Et j'ai aussi apporté le plus de solutions possibles aux gens vaccinés. Et si vous avez des proches autour de vous, je pourrais vous en faire part de manière un peu plus intime. Mais il y a de réelles solutions de prévention, de dépistage et très pas probablement pour éviter l'aggravation liée à ces vaccins. Alors ils veulent pas en parler. Là je sors, vous avez compris, de 3e expertise psychiatrique. Voilà. Alors juste sur ça, depuis janvier 2023, le Conseil de l'Ordre de l'Hérault m'a empêché d'exercer en se fondant sur la première expertise qui disait que j'avais des convictions délirantes. Avant ça, en septembre 2022, j'avais une expertise de compétences par des généralistes qui avaient dit que j'étais compétent pour exercer la médecine générale. Et puis, donc, se fondant sur l'expertise des Toulousains qui disaient que j'avais ces convictions délirantes, ils m'ont interdit d'exercer depuis janvier 2023. Avec mon avocat, on a produit au mois de juillet au Conseil national de l'Ordre des médecins une 2e expertise qu'on a fait faire en privé avec des tests psychologiques disant que j'étais apte à exercer, aussi psychologiquement. C'est plutôt rassurant et concordant avec une expertise de compétences, puisque si on est compétent a priori c'est qu'on n'est pas fou. L'expression qu'ils utilisent, c'est que j'ai un état pathologique grave rendant dangereux l'exercice de la médecine. Ma foi, j'attends de savoir. Et là, en fait, en gros, on est c'est la belle, c'est comme quand il y a des matchs, hein, on est à 1-1, égalité partout, la balle au centre. Et la 3e expertise que je viens de passer, c'est pour dire si je suis apte ou pas. J'ai bon espoir. Je pense qu'il y a des signaux lumineux qui s'allument au vert petit à petit. Et puis aussi vos vidéos et la compréhension des gens de ce qui m'est arrivé et ce qui nous est arrivé est hyper importante. On n'est plus taxé de complotiste ou de ceci, cela. Une des choses que je dis et que je vous incite encore à relayer, vous tapez Denis Agré pétition dans Google, et ça sert aussi pour les gens qui me connaissent pas et qui connaissent pas toute cette histoire, de lire un petit peu d'histoire avec des liens vers des vidéos et des textes que j'ai écrits, qui sont sourcés, de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et donc après le rapport des experts psychiatres, il va falloir encore attendre sans doute 1 ou 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. Donc c'est tout ce temps-là qu'on a encore à patienter. Voilà. Donc vraiment merci d'être là, de relayer ça. Et moi j'ai hâte de pouvoir refaire mon métier de médecin de manière simple, parce qu'il y a besoin de médecins dans cette société. On voit depuis 2 ans à quel point il y a un manque criant de médecins, que ce soit à l'hôpital public, que ce soit dans les cabinets de médecine générale. Et aussi en tant que médecin, mais ça je l'ai relayé et je trouve que c'est quelque chose que j'ai porté depuis 2020, à côté du Covid. C'est des messages de prévention. Et presque ça devient positif, c'est-à-dire qu'encore il y a quelques jours, le nouveau ministre de la Santé, qui est le 4e depuis cette histoire de Covid, a parlé enfin des chiffres du tabac. Et le tabac, avec le tabac, ça fait 75 000 décès par an en France. L'alcool, à peu près pareil. Donc si tu prends tabac-alcool, ça fait 150 000 décès par an en France. C'est des challenges qu'on a tous à mener dans nos vies, avec nos enfants, et aussi réexpliquer. Mais aussi, on peut prendre l'histoire des sodas et du sucre qui pullulent dans les supermarchés. Ce matin, j'ai fait un covoiturage avec un jeune homme de 32 ans qui me disait que quand il était enfant, il buvait du coca tous les matins et que là, à 32 ans, il a un diabète. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on re-questionne dans nos modes de consommation.
Et moi, je trouve que c'est un beau moment, même s'il y a eu énormément de souffrance, s'il y a eu énormément encore de difficultés, pour repositionner l'importance de la prévention primaire et de rester en bonne santé le plus longtemps possible dans nos vies. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de... Parce que quand on arrive à la maladie, ben, c'est que sans doute on a raté des cases. Mais bon voilà, il y a plein d'autres actions à mener que la prévention. Hein. Il y a l'accès au travail, l'accès au logement, enfin tout ça, c'est des politiques publiques énormes. Et une des choses, je vous reparle de ces consommations, hein, que ce soit le tabac, l'alcool ou même le cannabis, hein, pour des choses un peu, je sais pas, tabou, mais en tout cas on le sait. On a des ministres et des policiers et des proviseurs, et c'est un peu un clin d'œil pour les stimuler, on va dire, qui ont obligé des milliers de collégiens et de lycéens à porter des masques. Alors est-ce que demain, ils ne pourraient pas faire de la prévention dans les collèges et les lycées pour leur rappeler l'interdiction, de l'achat du tabac pour les moins de 18 ans et l'interdiction de l'alcool, et de les responsabiliser en leur disant c'est pas bon de commencer ces consommations très tôt. Les lobbies sans doute en profitent parce que quand on est à 12, 13, 14, 15 ans, on est influençable dans un groupe et qu'on on se met à consommer des choses sans être réellement conscient des conséquences que ça va avoir et surtout de la dépendance que ça induit. Et donc voilà. Donc ça, c'est un message de prévention qu'on a tous à mener et qui, à mon avis, peut réellement changer la donne. Mais voilà, c'est un tout petit écho qu'on peut faire comme ça. Voilà. Si vous avez des questions. Et puis, merci. Donc, encore merci d'être venu soutenir Denis. Hein, ça fait chaud au cœur de voir que les départements lorrains sont pratiquement tous là. Donc ça fait plaisir. On avait été soutenir Denis à Montpellier il y a quelques années maintenant, puisque le temps passe très vite. C'était en 2021, c'est ça, en décembre. Et donc voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour te soutenir, Denis. Et on sera... Je dis pas qu'on sera encore là la prochaine fois, parce que j'espère qu'il t'arrivera plus rien, surtout. J'espère que, comme disait Denis, la médecine va reprendre un petit peu son droit, hein, ses fonctions, qu'on va arrêter de manquer de personnel, que ce soit les médecins ou les aides-soignantes ou les infirmières. Et ça devient assez critique, effectivement, que ce soit en hôpital ou que ce soit en libéral. Il y a un autre souci aussi, et Antonio va peut-être nous dire deux mots là-dessus, c'est sur les petites et moyennes entreprises. C'est l'occasion d'en parler un petit peu, si ça peut être relayé, parce que lui, il mène une action justement pour éviter que les petites et moyennes entreprises ne coulent. On voit beaucoup, effectivement, en ce moment d'enseignes qui se cassent la figure, même des anciennes qui étaient là depuis longtemps. Et c'est pas irrémédiable. Oui, bon, tout d'abord, je voudrais rendre hommage à un médecin exemplaire ici présent, Denis Agré. Il faudrait vraiment que tous les médecins français soient comme lui. C'est vraiment un mec super, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ce qu'on appelle un gardien de l'humanité, Denis. Bravo à lui. Bravo pour ton combat. Oui, donc alors, je te remercie de me permettre de prendre la parole au nom des chefs d'entreprise de TPE, PME, hein, très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises. Donc en fait, peut-être que certains m'ont vu sur Internet, puisque j'ai fait une vidéo qui en est là à peu près presque 70 000 vues. Hein. Bon, c'est grâce à un monsieur qui est plus connu que moi, parce que sinon, j'aurais pas fait autant de vues. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement avec monsieur Charles Gave. C'est un économiste et financier, et donc beaucoup le connaissent. Et donc, il a accepté de m'apporter son soutien pour l'action que je suis en train de mener pour sauver, il n'y a pas d'autre mot, 200 000 TPE-PME du sort funeste qui leur est réservé
par, je suis obligé de le dire, hein, y compris devant messieurs les policiers qui sont là, qui a été orchestré par les gens qui sont au pouvoir. Il suffit de prendre le livre de monsieur Klaus Schwab, page 384, c'est marqué que 75% des petites entreprises vont fermer grâce au Covid. Et ça sera bien pour les grosses entreprises. C'est le but. Je n'invente rien. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis un chef d'entreprise et j'ai été forcé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de prendre un prêt garanti par l'État. Une grosse somme, hein, je ne le cache pas, 94 000 €, je le dis dans ma vidéo. Hein. Et pour ma petite entreprise, j'ai une entreprise de service à la personne qui s'appelle Domicile Bonheur. Je fais un peu de pub, hein, voilà, parce que là, on est en train de survivre. Donc voilà, hein, des services d'aide à domicile, on existe depuis une quinzaine d'années. Et donc, on aide les gens à domicile. Voilà. Donc, j'ai été forcé de prendre un prêt garanti par l'État, que bien sûr, je ne peux pas rembourser. Quand j'ai pris ce prêt, j'ai perdu direct 50% de mon chiffre d'affaires. Du moins, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires et c'est pour ça que j'étais obligé d'accepter ce prêt. Voilà. Et après, je me suis dit peut-être que comme effectivement notre cher président, il avait dit que c'était un argent quoi qu'il en coûte, puis qu'il avait dit qu'il laisserait pas mourir les entreprises, hein, on va pas les laisser, etc. Bon, c'est un bon comédien, hein, d'accord. S'il m'écoute, hein, je vous le dis, Monsieur Macron, vous êtes un bon comédien. Bon, par contre, maintenant, il faudrait que vous soyez responsable parce qu'il y a 200 000 TPE, PME qui sont en train de mourir. Donc moi, je suis un chef d'entreprise. J'ai comme tout le monde, j'ai d'autres prêts, hein, d'ailleurs, hein, comme tout le monde. Hein, j'ai une maison à rembourser. Je rembourse ce prêt. Mais ce prêt-là, on nous l'a forcé à le prendre parce que c'était pour éviter de mourir. C'était ça ou là, je serais pas en train de vous parler, quoi. Donc voilà. Donc là maintenant, on survit, mais ce prêt, il est irremboursable. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai utilisé le droit. J'ai actuellement un avocat spécialisé en droit des affaires, qui est de Nancy d'ailleurs, hein, je le salue. Et donc, écoutez, on a fait ce qu'il faut. J'ai assigné ma banque devant le tribunal de commerce pour non-respect des règles de droit, puisqu'il faut savoir que le prêt garanti par l'État, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un prêt comme un autre. Quand un banquier accorde un prêt à un entrepreneur, une des choses élémentaires qu'il doit faire, c'est vérifier les capacités financières de remboursement de son emprunteur. Chose qu'ils n'ont pas fait. Mais ils devaient le faire. Ils devaient le faire. Et donc, comme ils ne l'ont pas fait, écoutez, on va utiliser le droit. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un syndicat. D'ailleurs, il y a ma trésorière qui est ici présente, hein, Dominique. Voilà. Et ce syndicat s'appelle le CIERP, Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Hein. Donc vous allez sur internet, hein, www.csierp.fr. Je propose un kit de sauvetage pour les entrepreneurs. Hein. Ils sont guidés, il n'y a pas de problème. Ils font comme moi j'ai fait et après ils sont tranquilles. Donc ça fait gagner du temps par rapport à la banque. Et en attendant, on va constituer une force pour montrer à ce gouvernement que je ne qualifierai pas que on a un cerveau. Et que si on a accepté ce prêt, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. C'était ça ou sinon on mourrait tout de suite. Donc, je fais le parallèle avec le docteur Denis Agré. Il se bat contre les mensonges. Je me bats également contre les mensonges. Là, d'un point de vue économique. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Et aussi, là, je lance un appel à tous les chefs d'entreprise courageux. Là, les adhésions ont commencé, hein, mais pour l'instant, les gens ont encore peur de faire comme j'ai fait. Pourtant, je suis pas un surhomme, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, et je propose que mon syndicat, le CIERP, vienne s'associer à la procédure de tous les chefs d'entreprise qui auront le courage de faire ce comme j'ai fait. Et il n'y a pas besoin d'un grand courage. Hein. Encore une fois, moi je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y avait une audience aujourd'hui à Nancy. Voilà. Donc ça s'est bien passé, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein. Je continue à travailler, hein, comme je peux bien sûr, puisque tout a été détruit. Hein. Bref, mais on est des battants, on se bat. On va pas se laisser faire, on n'est pas dupes. Donc ce que je voulais dire aux chefs d'entreprise, c'est que attention, puisque du jour au lendemain, votre banque, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, votre banque du jour au lendemain
au bout de 1-2 mises en demeure à la rigueur, ils vous laissent 8 jours pour rembourser la totalité du prêt. Ça veut dire que ils vont prononcer ce qu'on appelle la déchéance du terme du prêt. Et donc, ils vous laissent 8 jours. Si dans les 8 jours, vous n'avez pas récupéré tout l'argent, ils savent très bien que c'est pas possible, puisque personne n'a récupéré son chiffre d'affaires. Les faillites ont explosé, ça n'arrête pas. Donc voilà, sachez aussi que j'ai écrit au ministre de l'économie, hein. Bon, il m'a envoyé sur les roses, hein. Je m'en doutais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Grâce à un sénateur de Nancy, hein. Bon, on va dire qu'il a fait son boulot à moitié. Il a écrit à son ami, monsieur le maire, hein. Et monsieur le maire, il m'a envoyé balader. Voilà. Ok. Et donc, pour continuer à dire ce que j'étais en train de dire, c'est que du jour au lendemain, si vous n'êtes pas capable de rembourser leur prêt tout de suite, hop, procédure devant le tribunal de commerce, redressement judiciaire, et là, c'est la mort assurée. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, si vous m'écoutez, si vous me dites, ouais, mais ils sont trop puissants, oh là là là, oh, de toute façon, c'est pas possible, c'est le pot de terre contre le pot de fer, etc. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Admettons que vous allez mourir, ok. Bah, dans ce cas-là, battez-vous, et autant mourir debout que mourir à genoux. Mais vous mourrez pas. Vous mourrez pas. On est en train de constituer une force pour leur montrer qu'on a un cerveau, qu'on n'est pas dupe, et que ce prêt-là, on n'a pas à le rembourser. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu des prêts, des PGE aussi, des prêts garantis par l'État, et l'Allemagne, bah, ils ont pas le même type de, on va dire, bon, je vais pas dire exactement les choses, mais ils ont pas le même type de, on va dire, de psychisme que nos dirigeants français. Et bah, ils ont pris en charge ils ont effacé les prêts garantis par l'État. Et ils ont fait même mieux encore. Ils ont même pris en charge les pertes des entreprises. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, rejoignez-nous, www.csiurp.fr. Voilà ce que je voulais dire. Bon, merci Antonio. Une petite blague, mais qui en est une à moitié, mais j'ai dit au psychiatre que comme c'était mon anniversaire aujourd'hui, peut-être que ils me feront un beau cadeau. Voilà. Ils ont choisi quand même cette date-là, il faut le savoir. Ah, voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Denis. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'il y en a qui étaient là, mais moi j'étais pas là. Il y a eu des vidéos du Père Fouettard, mais du Saint-Nicolas ici, qui était pas très joli. Hein? Mais peut-être que le Saint-Nicolas demain il sauvera des gens et qu'on sortira de tout ça positivement, même s'il y a eu réellement des vies abîmées. Voilà. Une chose que je voulais vous dire aussi, si vous vous connaissez pas, profitez-en peut-être pour aussi échanger vos coordonnées, dire où vous habitez, parce que c'est aussi des moments de... Enfin, tu vois, Andreas, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, Gauthier, il est médecin généraliste. Où est-ce qu'il est, Gauthier? Viens là. Mais moi, je trouve que c'est hyper important de rassurer les gens. Gauthier, il pourrait exercer un peu maintenant, alors qu'il a été suspendu, il vous expliquera. Moi, je connais un chirurgien qui était chef de service d'orthopédie vers Tarbes, qui avait été interdit de bosser et qui réexerce maintenant son métier. On a notre confrère Eric Loridan, qui est chirurgien viscéral à Boulogne-sur-Mer, qui de nouveau réexerce son métier. Donc, ils vont nous laisser à un moment retourner vers notre exercice. Et ça, c'est... Moi, ma vision de tout ça, et je vous le partage, même si ça dérange. Il y en a qui disent que c'est un plan, il y en a qui disent que c'est un plan mondial, donc c'est tourné de manière très, très noire. Et moi, il y a aussi des gens qui m'ont dit des mots qui m'ont assez, que j'ai trouvé intéressants, et on m'a dit c'est un plan divin. Et puis, moi, ma vision des choses, c'est que je pense que tout ça, c'est des histoires de peur, et que peut-être ils ont été dépassés par la peur. Une des choses que je questionnais encore pas plus tard que hier avec quelqu'un avec qui j'ai fait un covoiturage qui est ingénieur, et c'est est-ce que les laboratoires P4, il y en a 60 dans le monde, sont réellement étanches?
Donc il y a plein de choses comme ça qui viennent. Et s'ils le sont pas, ben, qu'est-ce qu'on fait autour des laboratoires de P4? Donc c'est les erreurs humaines et moi je pense que tout ce courant de peur, la peur maintenant elle est beaucoup plus dans la partie des hautes sphères politiques. Et la question c'est comment on peut se parler demain. Et je vous donne des mots sémantiques très forts, c'est-à-dire comment on sort de cette guerre qui a été déclarée en mars 2020 et comment on retourne en paix. Alors le pardon, ça peut pas se décréter, mais moi je leur ai tendu la main et je leur ai écrit et j'ai écrit y compris à notre président. Et moi je suis prêt à aller discuter avec lui, mais je tiens à rappeler que pour arriver à la paix, sans doute il faut pouvoir se serrer la main et comprendre des choses. Voilà. Ça c'est le SAMU sans doute. À l'époque... peut-être Gauthier aussi a eu l'occasion, mais moi ça c'était mon métier, vous voyez. Ça c'est mon métier qui me tient à cœur, c'est les urgences et c'est le SAMU et moi je tiens à retourner à faire mon métier parce que ben, j'ai toujours eu de bons retours de mes patients, y compris en septembre 2021 où je vais bosser dans un cabinet de médecine générale dans le Var. Il y a 4 jours, il y a le conseiller communal qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, pour me dire de nouveau qu'il y avait plein de gens de la commune qui demandaient de mes nouvelles. Donc voilà, c'est nos métiers. Et Gauthier, si tu veux dire un peu comment tu vis ton métier maintenant aujourd'hui, parce que voilà, il a vécu des choses très difficiles. Voilà. Et on est plein de médecins à avoir été attaqués à cause d'un virus. C'est grave qu'un virus chasse des médecins de leur cabinet, tu vois. Allez, merci en tout cas d'être là et si vous avez le temps, on va boire un coup et voilà. Moi, ce que je veux dire, effectivement, ça a été une atteinte très importante à mon esprit, à ma profession, à mes patients et surtout, oui, c'est ça, mon intégrité. Et surtout, s'il y a une chose, plan ou pas plan, c'est qu'on ne doit jamais laisser faire de nouveau ce qu'on nous a fait. C'est quelque chose qui est clair. Bravo. Ça, c'est impératif. Que ça soit dans le milieu médical, dans le milieu des entreprises, plus jamais ça. Voilà, je crois que c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Voilà, donc bon, j'ai un peu repris le travail, mais j'avais la chance, entre guillemets, d'être en retraite. Donc, j'ai pris ma retraite. Là, je peux refaire un peu de régulation, donc puisque vous savez que le virus passait bien sûr par le téléphone. Hein. Donc, c'est pour ça que je n'avais plus le droit d'en faire. Voilà, maintenant, il passe plus, donc c'est bon. Apparemment, Iris ne passe plus par le téléphone, donc je peux retravailler. Voilà. Merci beaucoup, lanceur d'alerte Denis Agré et aussi à Gauthier pour tout le travail qu'ils ont mené avec les associations et collectifs. Je vais simplement ressortir un fait parce que Denis a fait un excellent travail d'analyse des rapports de l'ANSM. Il a fait un travail très minutieux qui nous a aidés à apporter des connaissances, pour ma part, à l'éducation nationale. Lors de mes différents conseils disciplines, lors de mes convocations, j'ai toujours apporté des connaissances et aussi les analyses de Denis. Denis a révélé en février 2022 l'étude de l'ANSM, 44 élèves, enfants, sont décédés de l'injection et comme il y en a entre 1 et 10% des données qui remontent, ça veut dire des centaines d'élèves sont décédés en France en raison de l'injection. L'éducation nationale a toujours fait une promotion mensongère. Tous protégés, tous vaccinés, tous protégés. Regardez sur le site d'Eduxcol toutes les bêtises et le non-sens qui est véhiculé par l'éducation nationale qui n'a aucun sens. L'efficacité du vaccin 100%, 7 jours après l'injection prouvée par test PCR, un peu plus ce test PCR ne fonctionne pas. Donc, c'est quand même gravissime ce qui s'est passé. Donc, je profite du passage de Denis de dire à tous les parents
Ne vous laissez pas faire, restez critique, c'est notre mission. La pluralité des opinions, l'esprit critique. Ne croyez surtout pas ce que les ministres et le rectorat et les gouvernements, tout ce qu'ils racontent sans interroger vraiment le fondement des données et la science. Merci. Et juste une chose, pas de vaccin garde à vue. Bon. Pas de garde à vue. Ah, voilà. Mais il y a plein de sujets à aborder. Il y a une certaine prudence, tu vois. C'est une des choses que j'ai abordées avec les 3 psychiatres ce soir. Il faut leur dire que j'ai été un peu maladroit parce que c'est vrai que j'ai jamais été parfait et qu'il l'est. Mais bon, voilà. La question, c'est qu'on sorte de ce moment. Bien sûr qu'il y a des gens, et c'est ça qui est très triste, c'est que il y a des gens qui vont sortir de tout ça avec beaucoup de blessures et de tristesse. On a tous, et moi j'ai personnellement des gens autour de moi qui sont décédés des vaccins et pas du Covid. Et donc tout ça c'est d'une gravité énorme. Moi j'attends vraiment que médiatiquement et que politiquement on puisse infléchir et protéger nos populations et encore proposer des solutions de dépistage aux jeunes, notamment sur les myocardites. Cet été encore, je vous le cite, je l'avais pas encore dit, mais enfin je l'ai dit quand j'étais au pays dans les Landes et j'ai pris rendez-vous, j'ai écrit au maire d'Osgore et il m'a reçu. On a discuté pendant 1 heure et il m'a dit ok, je vous comprends. Et il m'a aussi dit je suis vacciné. Et moi, mon propos très important, et c'est plus que fondé, mais même les psychiatres, ils avaient du mal à encore écouter ça. Les données d'Epifar, c'est une agence du gouvernement. Depuis octobre 2021, ils ont montré qu'il y avait plus de risques de myocardite chez les populations jeunes de 18 à 30 ans. Les médias ont dit de manière massive que c'était une évolution favorable et que voilà, que non, ça a été reconnu comme étant lié et dû au vaccin. Mais il disait que ça avait une évolution favorable et que, alors que des myocardites qui sont survenus après vaccination et qui n'ont pas été dépistés et traités, elles peuvent évoluer au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en insuffisance cardiaque et en mort subite. Et il y a encore bon nombre de gens qui font du sport, qui ont eu 1 dose, 2 doses, voire 3 doses, et qui ont peut-être un début d'insuffisance cardiaque, qui se développe à bas bruit, qui sont fatigués. Et la mortalité des insuffisances cardiaques débutantes, c'est 40%. Donc tu vois, le chiffre, il est très, très grave de propos. La Société française de cardiologie l'a écrit et le dit, donc je n'invente rien. Et c'est pour ça qu'il faut dépister les populations. Donc ils font des messages de prévention en ce moment, entre autres, je reviens au propos du tabac. C'est-à-dire que si demain il y a énormément de gens qui diminuent leur consommation de tabac, la mortalité cardiovasculaire va diminuer globalement très rapidement. En 6 mois, quelqu'un qui arrête de fumer, il diminue énormément sa mortalité cardiovasculaire, que ça soit des infarctus ou des AVC. Donc quelque part, ils diminueront, à travers leur message de prévention globale, les conséquences potentielles des vaccins, et tant mieux. Et je le dis pas innocemment, je pense réellement que je les ai influés, et je continue à les influer pour faire de la prévention et diminuer les chiffres de mortalité qui peuvent être dus à ces vaccins. Moi, le propos le plus rassurant que je pourrais tenir, et je l'ai déjà écrit sur des réseaux sociaux, c'est qu'on puisse faire une vraie étude en incluant une population très importante de gens vaccinés. On peut prendre par exemple 100 000 personnes qui ont 2 doses de Pfizer, faire un bras en leur donnant du placebo et un bras avec une molécule qui est plutôt très connue, qui est très acceptable à faible dose pendant 1 mois par exemple, et faire du suivi de cohorte pendant 6 mois, 1 an. Et si le bras des personnes qui a reçu le traitement préventif a moins de mortalité cardiovasculaire, moins de cancer, et ben peut-être qu'on pourra rassurer la totalité des gens. Et ça, c'est la science, mais pour l'instant, on nous permet pas d'explorer cette piste. Je suis vraiment très étonné, voire déçu de
de l'absence de prise de parole des grands professeurs universitaires. Ici, il y a un CHU. En France, il y a 31 CHU, ou 30, je sais jamais trop. Et dans chaque CHU, il y a des centaines de professeurs universitaires. Ça s'appelle PUPH, c'est professeurs universitaires praticiens hospitaliers. C'est des gens qui ont tous